Bonsoir, bonsoir, chères auditrices et auditeurs de la FM 99.6. Il est 18h30 ici à la Radio Bonne Nouvelle et vous êtes à l'écoute de votre émission hebdomadaire Instant Kaizen, Entrepreneuriat et Citoyenneté. Raoul Patrick assure la mise en onde. Devant et derrière ce micro, je suis Jennifer Kumson et avec moi ce soir, Joséphine Edjengele et Isidore Kemaou Fotabon. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Jennifer. Bonsoir à tous les gagnants qui nous écoutent ce soir. Merci encore d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire. Installez-vous confortablement. Bonsoir Isidore. Bonsoir Jennifer. J'aime bien la manière dont tu prononces mon nom. On dirait une chanson. Isidore Kemaou Fotabon. Bonsoir chers auditeurs. Soyez encore la bienvenue à votre émission Instant Kaizen, Entrepreneuriat et Citoyenneté. J'espère qu'ensemble encore ce soir nous allons partager des moments excellents. Without any transition, we move into the first instant of the show, Instant Citoyenneté. Dear listeners, you are reminded that you can ask your questions and make your contributions by SMS or WhatsApp to 691 33 80 33 to 691 33 80 33. Oui, chers auditeurs, vos questions et contributions sont attendues par SMS ou WhatsApp au 6 91 33 80 33. Au 6 91 33 80 33. Les gagnants ou le gagnant a toujours un programme alors que le perdant a toujours une excuse. Le gagnant a toujours un programme alors que le perdant a toujours une excuse. Isidore, c'est de ça que nous allons parler ce soir dans l'instant citoyenneté. Peux-tu nous en dire un peu plus? Merci Jennifer. Je crois que tu as fait le choix d'une attitude particulière à laquelle je tiens beaucoup. Parce qu'en réalité, quand on n'a pas un programme, on a déjà échoué, quoi. C'est-à-dire que échouer dans votre planification, c'est échouer, c'est planifier votre échec, comme l'a dit quelqu'un. Failing to plan is planning to fail. Voilà. Donc, lorsque vous échouez dans votre planification, vous échouez dans l'élaboration de votre programme, dans ce que vous comptez faire, vous ne planifiez pas, forcément, vous avez planifié l'échec. En fait, vous avez planifié la perte. Donc, et les gagnants, c'est des personnes qui l'ont très bien compris. Comme vous le savez, les gagnants, c'est des personnes exceptionnelles. C'est pas des personnes qui réussissent tout. Ce sont pas les plus forts. Ce ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent. Ce ne sont pas ceux qui sont le plus intellectuels. Mais c'est ceux qui ont une certaine attitude qui leur permet d'être une bénédiction pour la société, une bénédiction pour leur famille et de réussir à tirer toujours le meilleur parti de toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, l'une des particularités des gagnants, quelque chose qui est commun à toutes les personnes exceptionnelles, c'est que c'est des personnes qui ont toujours un programme. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils savent exactement ce qu'ils ont l'intention de faire tout au long de la journée. Ils savent ce qu'ils voudront bien faire l'année prochaine. Ils ont une idée exacte de ce qu'ils veulent faire. Ce ne sont pas des gens qui passent leur temps à se plaindre, à dire je m'excuse de n'avoir pas pu faire, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que Paul Biya, c'est parce que le pasteur, c'est parce que les Blancs, les Français, les Occidentaux. Voilà. Lorsque quelqu'un passe son temps à se plaindre, à trouver toujours des excuses pour justifier pourquoi il n'a pas fait, en réalité, c'est même parfois parce qu'il n'a même pas planifié de faire. Donc, il ne sait pas donner les moyens de faire. Parce que lorsque vous décidez de faire quelque chose et que vous planifiez cela, vous vous donnez les moyens de le faire et vous savez donc identifier ce qu'il faut pour faire, quelles sont les ressources. Vous voyez, dans votre plan d'action, vous avez défini qui va être responsable de quoi, quelles vont être les personnes, les acteurs qui vont vous aider, quelles sont les ressources que vous allez mettre en jeu et quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de savoir si vous avez réussi et dans quel timing vous allez le faire. Donc, un gagnant, généralement, il a cette façon de programmer, de planifier ses activités. Et ce qui fait il prend déjà en compte les difficultés qu'il va rencontrer. Et quand bien même il échoue, il tire les leçons et il se réajuste et il reprend.
Donc, il est dans un cycle d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il peut évaluer et voir que ça n'a pas marché, comprendre pourquoi ça n'a pas marché et prendre des mesures correctives. Ça, c'est le gagnant. Ce qui fait que, quand il a échoué, il n'accuse pas son grand-père au village de l'avoir maudit. Il n'accuse pas Paul Biya d'avoir empêché qu'il réussisse. Il n'accuse pas ses parents. Mais il est conscient qu'objectivement, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et il tire la leçon et prend des mesures correctives et il repart. Parce que c'est en fait ça, la vie nous enseigne. Vous voyez un bébé, lorsqu'il se lève le matin, lorsqu'il est encore tout petit, autour de 6-7 mois, il commence à essayer de se lever. Il tombe, il réessaye, il tombe. Mais à un moment, il peut courir aussi vite que Usain Bolt est devenu champion du monde. Parce que tomber, échouer n'est pas la fin. Ce n'est qu'un processus qui fait partie du processus de réussite. Et ça, les gagnants savent le comprendre. Et les perdants, malheureusement, c'est des personnes qui n'ont que des excuses. Oh, je suis en retard parce qu'il y avait l'embouteillage. Mais comme si on l'avait imposé de se réveiller à une certaine heure. Mais si tu sais qu'il y a embouteillage, prends des mesures pour aller beaucoup plus tôt. Je suis en retard, je n'ai pas pu avoir le travail parce que je n'ai pas un gros niveau intellectuel. Si mon père m'avait envoyé à l'école, je serais ingénieur et j'aurais le travail. Mais pendant ce temps, il est en train de chercher le travail dans une entreprise où le patron n'a même pas le CPE. Voilà, il est tellement aveuglé par les justificatifs. J'aime dire, c'est des personnes qui passent leur temps à chercher les raisons. Et comme je le disais à l'émission la semaine dernière, ils vont laisser, ça dit que ce qu'ils doivent faire est à 1,2 mètre. La raison pour justifier pourquoi ils n'ont pas fait à 1 kilomètre, mais ils vont aller à 1 kilomètre chercher. Vous voyez, en réalité, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel, mais c'est que leur esprit est orienté justificatif. And one funny thing is that when you want to find excuses, you will always find them. Like, those who focus their mind and their attention to look for excuses always find excuses. Like, they don't need to struggle to find an excuse for not doing something. Il y a toujours une raison à tout, hein. Like the other day you were talking about those who point fingers at others that they got into sects and so on. That's why they succeeded. And then when those people stop succeeding or they fail, they say that it's because they did not fulfill the conditions of the sect. That's why they are failing. And so there's always an excuse or a reason. And it comes so easily. Joséphine, tell us something about this attitude. Vous avez déjà tout dit, hein, comme on le dit souvent. En fait, celui qui cherche toujours une raison quelque part se bloque pour le succès, se bloque pour avancer. Parce que la raison que tu donnes pour justifier ton erreur ou ton échec, ça ne te remet pas en question. Lorsque tu dis déjà, par exemple, que je suis arrivé en retard parce qu'il y avait les embouteillages. En fait, ce n'est pas toi le problème c'est les embouteillages. Mais si tu te dis, à cause, je suis arrivé en retard, mais pourquoi est-ce que je suis arrivé en retard? C'est peut-être parce que je ne me suis pas levé assez tôt. Alors, ton état d'esprit te pousse déjà à faire quelque chose de bien, de mieux, de meilleur. Mais quand tu dis déjà que non, je suis arrivé en retard parce qu'il y avait les embouteillages, du coup, tu es bloqué. Et c'est pour ça que tu es un perdant, parce que tu resteras toujours dans les raisonnements qui ne te feront pas avancer. Effectivement. Et j'aimerais simplement nous rappeler que, en réalité, dans la vie, le revers, la médaille n'a d'égal que son revers. Ça veut dire que quelle que soit la pièce que vous prendrez, le côté valeur a la même dimension que l'autre côté, n'est-ce pas? Pile ou face ont exactement la même dimension. Ça veut dire que le bien et le mal sont là, très gros devant nous. C'est à nous de choisir le côté que nous voulons. C'est-à-dire qu'il y a autant de raisons qui peuvent nous pousser à faire positivement des choses comme un gagnant, et il y a le même nombre de raisons à la limite qui peuvent nous pousser à faire les choses comme des perdants. Donc si nous sommes orientés gagnants, nous déciderons de regarder positivement les choses, de tirer les leçons et d'avancer, d'être capable de faire notre auto-diagnostic sincèrement. Alors que ceux qui sont orientés perdants, ils ont exactement le même potentiel, ils déploient la même énergie pour réfléchir, mais malheureusement en regardant toujours le côté négatif. Donc si vous êtes des personnes qui passent le temps à chercher des raisons pour justifier pourquoi vous n'avez pas fait, et que vous n'êtes jamais la personne qui a un problème, ce n'est jamais parce que vous n'avez pas bien planifié, ce n'est jamais parce que vous n'avez pas bien calculé, ce n'est jamais parce que vous vous êtes pas réveillé à temps, ce n'est jamais parce que vous êtes parti tard de la maison, si ce n'est jamais vous, et que c'est toujours quelqu'un qui est responsable de vos échecs, dites-vous que vous êtes bien parti pour rester perdant. Alors c'est à partir de ce moment-là, je vous conseille de commencer à chaque fois à vous poser la question. Oui, c'est parce qu'il y avait les embouteillages, mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter que l'embouteillage m'empêche d'être encore en retard demain? Voilà, commencez à faire un effort
de vous demander, même si vous pensez que ce n'est pas vous le problème, qu'est-ce que vous pouvez quand même faire pour que ça ne se reproduise plus. À son niveau. Voilà, à son niveau. Parce que nous sommes toujours en mesure de faire quelque chose. Vous allez voir des gens qui sont en bonne santé, en bonne forme physique, en train de demander de l'argent aux gens qui sont même malades. Vous voyez un jeune homme, il a 30 ans, 40 ans, il a toute son énergie, mais il veut dépendre de son père qui a 60 ans. Alors que lui, il est capable de travailler. Vous voyez, c'est pas l'énergie ni l'intelligence qui lui manque, mais c'est qu'il choisit d'être dépendant. Il veut vivre du travail des autres. Donc, choisissons, chers auditeurs, d'être dorénavant des gagnants, des personnes qui ont un programme. Élaborez toujours un programme. Et lorsque vous avez fait votre programme, vérifiez toujours si vous avez fait les choses telles que vous vouliez le faire. Et si ça n'a pas marché, tirez les leçons en toute objectivité, sans toujours rechercher la faute sur les autres, mais en regardant ce que vous n'avez pas bien fait et en vous demandant comment vous pouvez mieux faire. Refaites un nouveau programme et réalisez à nouveau. Restez dans ce cycle d'amélioration continue et vous allez voir que tout doucement, vous allez sortir de l'attitude des perdants pour aller vers l'attitude des gagnants. Et vous verrez donc par conséquent que un gagnant, même quand il échoue, il a gagné. Parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire, mais il a tiré des leçons très riches qui vont lui permettre de faire mieux la prochaine fois. Et j'aime toujours citer Henry Ford qui a dit: échouer, c'est avoir la chance de recommencer d'une manière plus intelligente. Mais pour qu'on recommence d'une manière plus intelligente, il faut tirer les bonnes leçons et prendre les bonnes mesures. It's all about the mindset. If you don't have the right mindset, you will always buy the excuses that come, because most often those excuses are so true, they're so real that everybody will believe you that c'est normal. Nous-mêmes nous voyons que tu n'as pas pu faire autrement, c'est vrai. So, but all of those excuses, though people buy into them, they will never push you forward. They will never take you to another level or to another step. So let's change our mindset and stop trying to convince people around us that, okay, this is why this happened and so on. En fait, ils recherchent parfois la pitié en excusant, non, tu vois, non, et autres. Mais les gens même qui disent qu'ils comprennent là, ils ne font pas la même chose. Pendant ce temps, ils sont en train d'avancer. Donc en réalité, faites attention de croire que c'est en justifiant pourquoi vous n'avez pas réussi. Quand les autres vont comprendre ça, ils vont vous écouter. C'est pas important. L'important, c'est la finalité. Est-ce que, quand vous avez fini de vous justifier là, est-ce que ce que vous vouliez faire a été fait? Vous voyez que c'est non. Donc vous êtes au point zéro. Donc demandez-vous plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois ce soit mieux? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon du fait que je n'ai pas bien fait aujourd'hui? Et vous tirez la leçon. Même demain, vous pouvez encore échouer. Vous essayez de tirer encore une autre leçon, tout doucement. À force de le faire, vous allez finir par commencer à avancer. C'est des petits pas qui nous permettent d'aller plus loin. Exactement. Failing to plan is planning to fail. A winner always has a program or a plan, while a loser always has an excuse. Are you losers or are you winners, dear listeners? C'est au 6 91 33 80 33 que nous attendons vos interactions et vos questions. Le gagnant a toujours un programme, alors que le perdant a toujours une excuse. Ok, nous allons continuer avec l'instant entrepreneuriat, l'instant pendant lequel nous suscitons dans l'esprit de ceux qui veulent entreprendre cette hargne-là. On leur dit que c'est possible, mais partir de l'idée à la réalisation et de la réalisation au succès, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Et dans l'instant entrepreneuriat, nous sommes là pour vous accompagner. Et ce soir, nous avons décidé de parler de la discipline, les critères de discipline pour réussir en entrepreneuriat. L'on a souvent entendu dans les interviews des Success Stories, on demande souvent à ces personnes-là que mais quel a été le succès de votre, quel a été le secret de votre succès? Voilà, c'est une question qui revient de temps en temps, tout le temps. Et il va vous dire, le secret de mon succès, c'est le travail. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et nous tous, on le dit souvent. Mais certaines personnes se disent, mais mon business ne marche pas. Mon business n'avance pas. Et il va te donner des raisons qui sont même souvent valables. Mais parfois, il y a un problème de discipline. Il y a un manque de discipline dans son organisation. Est-ce que tu as déjà eu à faire face à ce genre d'entreprise où quand tu rentres, c'est flagrant qu'il y a vraiment un manque de discipline? C'est évident que la discipline est la clé
Parce que si on ne s'impose pas une discipline, comme on a dit, le gagnant a toujours un programme et le perdant a toujours une excuse. Vous voyez, pour avoir un programme, c'est une discipline, hein. Il faut s'imposer le temps de réfléchir sur ce que vous voulez faire, de planifier ce que vous voulez faire, de rechercher les ressources avec lesquelles et les personnes, les ressources que ce soit humaines, matérielles ou financières que vous allez utiliser, de rechercher les indicateurs avec lesquels vous allez mesurer, hein, de définir à quel moment, de vous imposer un timing pour réaliser ce que vous voulez faire. Ça nécessite que vous soyez discipliné. Et il est difficile aujourd'hui de penser qu'un entrepreneur peut réussir à se développer efficacement sans un minimum de discipline. Et cette discipline peut se décliner sur plusieurs aspects. Il y a le premier aspect qui est l'autodiscipline, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour que nous-mêmes nous soyons disciplinés dans tout ce que nous faisons, de manière à inspirer aux autres, d'inspirer les autres à partir de notre manière de fonctionner. Voilà. Aussi. Donc cette autodiscipline-là est déjà un premier message que vous passez à vos clients, à vos partenaires, à vos collaborateurs, qui les pousse à vous respecter, qui les pousse à vous prendre au sérieux, à vous faire confiance. Il y a également la discipline, la discipline que vous imposez autour de vous. C'est-à-dire que celle dont vous vous imposez, c'est l'autodiscipline. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, il y a la discipline donc, que vous devez imposer autour de vous. Ça, c'est l'autre forme de discipline. Et maintenant, il y a la discipline que vous devez mettre en place dans l'exécution des différentes tâches. Voilà. Parce que vous verrez parfois les gens, et cette discipline-là peut être apparentée, par exemple, au SOP, en anglais, c'est-à-dire que les procédures et modes opératoires. S'imposer de faire nos tâches, notre travail d'une certaine manière et prendre toutes les mesures pour que cela soit fait. Et nous pouvons assimiler ça à quelques éléments du 5S. On a parlé du premier S qui était séparer l'utile de l'inutile et ne garder que ce qui est utile à votre poste de travail. Le deuxième S c'était situer. Voilà, situer tout ce qui est utile à la bonne position qui vous permet de ne pas perdre de temps, d'éliminer toutes les formes de gaspillage, de les avoir à portée de main pour faire rapidement votre travail. Le troisième S, on a dit scintiller, voilà, shine, faire briller, nettoyer, vérifier si c'est en bon état. Hein, chers auditeurs, je suis déjà content que vous puissiez répéter avec nous ces S à la maison. Et le quatrième S, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, c'est standardisé, c'est-à-dire que tout ce qui a très bien marché, les 3 premiers S que vous avez très bien appliqués là, vous faites en sorte que vous ne reveniez plus à l'état initial, qu'il n'y ait plus des choses inutiles, que tout ce qui est positionné à la bonne position reste à cette position et qu'on améliore plutôt, et que tout soit toujours très propre et en bon état de fonctionnement. Et que ce qui a marché dans un bureau ou dans une maison, dans une chambre, dans un poste de travail, soit dupliqué dans les autres postes de travail, dans les autres pièces de la maison, dans les autres chambres, par exemple. Ça, c'est les 4 S, les 4 premiers S. Le 5e S, c'est maintenant suivre les règles. Exactement. C'est-à-dire que c'est une question d'autodiscipline, d'une part, mais également de suivi des autres collaborateurs, c'est-à-dire que d'une manière d'imposer, de trouver les stratégies pour amener les autres à suivre, à être aussi disciplinés. Et dans la standardisation, il faut mettre aussi les éléments qui vous permettent de faire en sorte que ce qu'on a déjà fait ne change plus. C'est-à-dire qu'on fasse toujours comme on a trouvé bien de faire. Ça veut dire qu'on peut mettre en place des fiches de poste, des modes opératoires, des procédures, des notes de service, tracer des lignes de circulation. Des choses qui sont connues, vues. Voilà, des choses qui permettent qu'on reste discipliné, que chacun sache où il doit passer, chacun sache où il va trouver la bonne information, chacun sache où on a rangé le bon outil. Ça, c'est des éléments de discipline. Donc, vous voyez que si vous appliquez le 5S, vous avez là de la matière pour vous discipliner vous-même, mais également amener vos collaborateurs à être disciplinés, mais plus encore, produire d'une manière disciplinée en respectant vos règles de production. J'aime ça, produire d'une manière disciplinée. Ce qui fait donc que vous serez en mesure de produire la même qualité de service, le même niveau de produit régulièrement. Vous verrez des gens qui vont vous faire des beignets aujourd'hui, ça a une taille, demain ça a une autre taille, une autre couleur, après-demain c'est une autre taille, une autre couleur, une autre forme et une autre couleur. Pourquoi? Parce que c'est pas standardisé.
Hein? Et si c'est pas standardisé, c'est qu'il manque de la discipline quelque part dans notre processus de production. Oui. Donc, c'est automatique que la discipline est une partie inhérente au développement d'une entreprise et particulièrement d'un entrepreneur. Exactement. S'agissant de l'entrepreneur, celui qui est en train de mettre sur pied de son entreprise, ou bien qui a déjà mis sur pied quelque chose, quels sont les éléments sur lesquels il doit se discipliner? Parce que des fois on ne voit pas ces choses-là directement, mais c'est lorsqu'on les énonce, c'est lorsqu'on les étale comme ça là qu'ils peuvent se rendre compte que mais exactement je ne suis pas discipliné dans tel aspect, dans tel domaine. Nous avons les salutations de Maëva au 6 91 33 80 33. Dis bonsoir à toute l'équipe en place. Bonsoir Maëva. Bonsoir Maëva. Elle dit le 5S fera partie désormais de mon quotidien. Bravo Maëva. Ah ben là, merci. Merci Maëva. Merci. Ça prouve qu'il y a quand même des auditeurs qui appliquent. Oui. Déjà, c'est vrai que nous avons des retours qui nous montrent que vous êtes très assidus dans l'application des 5S, chers auditeurs. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Et quand c'est possible, témoignez avec nous ici, comme vient de le faire Maëva. Et ceux qui auront obtenu des meilleurs résultats gagneront comme ça l'opportunité. Avec photo à l'appui. Voilà, avec photo à l'appui. Photo avant, photo après. Vous envoyez photo avant, photo après. Ça dit que vous filmez l'espace où vous voulez améliorer, appliquer le 5S, vous filmez avant. Avec tout le désordre. Voilà. Quand vous avez fini d'appliquer le 5S, vous filmez encore et vous nous envoyez ça sur le numéro WhatsApp au 691 33 80 33. Et vous aurez comme ça l'opportunité de participer à l'émission avec nous et de suivre une formation gratuite sur les outils du Kaizen. Merci. Voilà. Donc, pour revenir à la question de Joséphine, quelles sont les aires, les espaces, les domaines, les champs dans lesquels l'entrepreneur devrait être discipliné? Il faut dire qu'ils sont si nombreux qu'il est difficile de les énumérer. Exactement. Voilà, vraiment, je vais commencer par exemple à la maison. Il faut déjà avoir une discipline sur le plan alimentaire. Seulement pour que vous soyez en bonne santé, il faut avoir une discipline sur le plan alimentaire. Le boss doit bien manger. Avoir une alimentation équilibrée. Et c'est très important que le boss mange bien. Parce qu'il porte la vie de beaucoup de gens. Il a des employés qui dépendent de lui, qui attendent le salaire. Les décisions qu'il prend sont importantes. S'il est malade et qu'il ne peut pas travailler, cela impacte grandement la vie des autres. Donc il faut qu'il soit discipliné. Pas pour, même s'il n'aime pas manger les légumes, qu'il les mange au moins. Ne serait-ce que parce qu'il faut qu'il reste en bonne santé. Il doit avoir une alimentation équilibrée et variée. Ça, déjà sur le plan alimentaire, c'est bon. Il ne faut pas avoir des excès. Toujours alimentaire. Si il est toujours en train de boire des alcools, toujours en train d'être derrière les femmes, 2e, 3e, 4e bureau et autres, c'est autant de choses qui vont l'affaiblir. Il va perdre en termes d'énergie et cela va se ressentir dans son travail. Parce que le temps où il devrait être au repos, il serait en train d'assurer dans les 2e, 3e, 4e bureaux, ou alors de boire des tonnes de bière dans les boîtes de nuit. Voilà. Donc, on ne condamne pas ceux qui le font, mais si on veut être un entrepreneur à succès, on a besoin d'être discipliné et on devrait se contenter juste de son épouse. Voilà. Manger normalement, avoir des horaires pour se reposer, être discipliné du temps, un temps pour son Dieu, un temps pour sa discipline spirituelle, un temps pour le travail. Donc l'organisation, il y a de sa vie privée. C'est important qu'il soit discipliné là-dessus. Maintenant, il faudrait que sa relation avec les autres soit aussi empreinte de discipline. Et déjà, le premier contact qu'on a avec les autres, c'est la première chose, c'est la ponctualité, la gestion de son temps. Comment est-ce que vous interférez avec les gens? Quand vous avez rendez-vous, est-ce que vous arrivez à l'heure? Est-ce que vous arrivez 15 minutes avant? Ou est-ce que vous arrivez toujours 1 heure après? On demande d'abord c'est l'heure du Cameroun ou c'est l'heure du blanc. Voilà, c'est souvent la question qu'on nous pose. Quand tu leur rends, est-ce que c'est l'heure du Cameroun ou c'est l'heure du blanc? Donc, comme si l'heure du noir, ils ne disent pas l'heure du Cameroun, l'heure du noir ou c'est l'heure du blanc. Parce que l'heure du noir, c'est toujours 2 à 3 heures après l'heure normale. Le retard. Vous voyez? Et c'est déjà un manque de discipline. Quand vous dites à quelqu'un, on a rendez-vous à 8 heures, et ils sont en train de vous attendre et que vous venez à 9 heures, ils ont perdu 1 heure à vous attendre. C'est énorme. Et je peux vous assurer que seulement le retard nous fait perdre au moins 25% de notre PIB en Afrique. Parce que lorsqu'on a même une cérémonie, par exemple, avec une autorité, un ministre, un gouverneur, un préfet, un maire, qu'est-ce qui se passe?
Quand on dit qu'elle va commencer à 10 heures, les populations se mobilisent depuis 8 heures en train d'attendre. Et ces bons monsieur arrivent à 16 heures parfois. Et j'ai connu des cas où à 18 heures, on a un meeting et à 18 heures, on vous annonce qu'on a reporté ça au lendemain. Et imaginez-vous, parfois 100, 200, 300, 400, parfois 1000 personnes ont attendu toute une journée et doivent rentrer. Imaginez-vous l'impact sur notre développement économique. C'est terrible ce niveau de retard. Donc, juste le retard, juste la gestion du temps est déjà quelque chose qui vous montre que un partenaire économique, un chef d'entreprise, un employé est sérieux. Donc, il a besoin également d'être discipliné sur la gestion de son temps. Maybe it's also important to tell our listeners that to be on time, you have to be 15 minutes before time. Yes, 15 minutes before time so that you can have time to maybe sit down, arrange your things, and so especially when you get to work. If you have to start work at 8, please go 15 minutes before time. Voilà. It's very important. Ça, c'est la logique et l'esprit du Kaizen. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à l'heure, c'est que tu es arrivé 15 minutes avant l'heure. Parce que il faut dire, les employés, ceux qui sont employés, ceux qui sont... bref, c'est valable pour tout le monde, mais je prends l'exemple des employés. Quand on dit le travail commence à 8 heures, on n'a pas dit qu'on arrive à 8 heures et on se déshabille, on change ses habits, on va prendre son petit déjeuner et on commence le travail à 9 heures. On salue les collègues. On salue les collègues, on tape d'abord les commentaires. Vous n'êtes pas payé pour ça. Non. Et c'est pour ça que nos entreprises, nos produits coûtent trop cher parce que les coûts de production chez nous sont élevés. Par exemple, le personnel le matin passe 1 heure de temps. S'ils sont 10 employés, c'est 10 heures qu'ils passent à... c'est-à-dire, c'est 1 heure fois 10. Même si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes fois 10. Pas le nombre d'employés. Qui font quand même 300 minutes, c'est-à-dire pratiquement 5 heures de temps pour 10 employés qui ont perdu 30 minutes. C'est 5 heures que l'entreprise a perdu. Puisque chaque employé a une tâche bien précise à accomplir. Parce qu'on n'arrive pas à temps pour faire son travail. Donc, normalement, on doit arriver au moins 15 minutes avant. Le temps de s'apprêter et à 8 heures de commencer son travail. Ayant planifié sa journée. C'est très important. Et un employé, un employé ou employeur, une personne qui le fait, a un niveau de productivité qui est meilleur. C'est lui qui a le contrôle de sa journée. Alors que quand il arrive en retard et qu'il trouve les dossiers urgents qui l'attendent, il commence à pourchasser les dossiers. Donc du coup, il est dans la réactivité au lieu d'être dans la proactivité. Donc c'est très important, juste la discipline dans la gestion du temps. C'est quelque chose de fondamental et de capital. Exactement. Nous avons une interaction au 6 91 33 80 33. La personne dit bonsoir à vous très cher Isidore. J'aimerais savoir si la discipline en entreprise peut être perçue dans une certaine manière comme un contrat professionnel où l'employé et l'employeur devraient s'accorder. Le message nous vient de Badebana. Merci Badebana. Merci pour cette question qui est très pertinente. Personnellement, je crois que oui, la discipline fait partie du respect du contrat, c'est contractuel. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes employé, que vous êtes engagé à travailler dans une entreprise, on vous donne généralement un règlement intérieur, même s'il n'est pas écrit. On va vous dire le travail commence de 8h à 18h avec 1 ou 2 heures de pause par exemple. On va vous dire que lorsqu'on entre, on ne ressort plus de l'entreprise, sauf si c'est sous autorisation de votre chef pour une raison précise. On va vous dire qu'on ne mange par exemple pas au bureau. On ne s'engueule pas aux collègues. On ne passe pas le temps sur WhatsApp. C'est des éléments qui font partie du contrat. Qu'ils soient écrits ou pas. Et le contrat, c'est un engagement synalagmatique. C'est-à-dire à double sens. C'est-à-dire que le chef d'entreprise doit le respecter auprès de ses employés. Et les employés respectent également par rapport au chef d'entreprise. Et les deux parties se sont accordées. Et le salaire est donc la contrepartie du respect de ce contrat de travail. Ça veut donc dire quoi? Lorsque vous arrivez à votre poste de travail le matin, ce temps-là ne vous appartient plus. Donc moi j'ai vu des gens qui se plaignent, oh ben il ne me permet même pas de téléphoner, je sors juste pour parler à ma soeur pendant 30 minutes, il se plaint. Ben ce n'est pas ton temps. Oui. Tu es payé pendant ce temps-là. Et tu as signé. Et tu as signé un contrat qui dit que de 8h à 12h et de 14h à 18h, tu consacres ce temps à l'entreprise. Et pour cela, à la fin du mois, tu reçois un salaire.
Il est donc anormal que tu utilises ce temps pour appeler tes amis, tu utilises ce temps pour regarder WhatsApp, tu utilises ce temps pour Facebook, et que tu te plaignes quand on dit que tu n'as pas le droit de le faire. Donc oui, la discipline est étroitement liée au contrat. La discipline, c'est le respect des règles établies. Soit celles que vous vous êtes accordées de manière contractuelle, soit celles que vous vous êtes imposées à vous-même dans le but d'obtenir un résultat précis. Oui. Alors Marie-Eva, je crois que la réponse est assez claire, madame. Alors, il y a un aspect pour les petites entreprises. Des fois, la discipline dans la gestion financière, surtout pour l'employeur. Voilà. Quand la caisse n'est pas encore bien contrôlée là. Voilà. Oui, merci. Avant d'arriver à ça, je voulais chuter sur la discipline, la notion sur la gestion de son temps. Oui. Parce que cela a un impact très négatif en entreprise, dans nos PME. Quand une entreprise, le chef, arrive en retard, est-ce que vous pensez que les employés vont arriver à l'heure? Non. Ils ne vont pas arriver à l'heure. Oui. Ça va devenir une culture. Et certains patrons se sont donnés pour objectif, ils disent je viens à 10h, je suis quand même le patron, sachant que je vais quitter parfois le bureau à 22h. Mais sauf que tes employés vont commencer à venir à 9h45. Oui. Parce qu'ils savent que c'est quelques minutes avant le boss. Et quand bien ils vont arriver au travail, ils ne vont pas être concentrés sur le travail. Que le boss vient toujours à 10h. Voilà. Donc quelques minutes avant lui là. Alors que lorsque le patron arrive toujours au travail à 6h, vous verrez que les employés commencent à faire la compétition pour arriver vers 6h30, alors que le travail commence à 8h. Donc plus le patron est discipliné dans la gestion de son temps, plus les employés ont tendance à se discipliner. Oui. Et le jour où le boss arrive maintenant à 8h là, et qu'il n'y a personne, le lendemain les gens seront ponctuels. Justement. Oui. Voilà. Donc, être coincé. c'est pour ça qu'un patron doit s'imposer derrière cette discipline. Et maintenant, ça doit s'imposer dans chaque chose dans l'entreprise. Donc, lorsqu'on a fixé des règles, on a dit que pour sortir avec un véhicule, on doit d'abord vérifier si ses pieds sont en règle et s'il y a par exemple la roue de secours est haute. Donc il y a un petit checking qu'on doit faire avant de prendre la route. Même le véhicule de patron doit être soumis à ce checking. Mais j'ai été dans une entreprise où quand c'est le patron qui devait sortir, le chauffeur dit mais c'est le patron. Et je leur disais toujours je suis désolé, va dire au patron que j'ai dit qu'il ne sort pas tant qu'il n'a pas respecté la procédure. C'est la discipline. Voilà. Donc c'est une question de discipline. Et ce patron, heureusement, il respectait toujours. C'est-à-dire qu'il disait, mais allez vérifier, c'est ce qu'il vous dit, c'est la règle. Donc, si le patron lui-même n'est pas enclin à respecter toutes les procédures qui ont été mises en place dans l'entreprise, et qu'il pense que c'est juste les employés qui doivent respecter, et lui, il est au-dessus de la loi, automatiquement, quand il va prendre 10 francs, les employés vont prendre aussi leur part. Faites ce que je dis et non ce que je fais. Donc il ne faut pas être dans cette logique de dire faites ce que je vous dis et non ce que je fais. Montrez le bon exemple dans votre discipline et automatiquement vos employés vont suivre. Et ça se ressent également donc sur l'aspect, donc toi tu viens de citer Joséphine, l'aspect financier. Un chef, un entrepreneur qui n'est pas discipliné dans la gestion de ses finances, qui ne peut déjà pas faire la différence entre les comptes de l'entreprise et ses poches personnelles, c'est normal qu'il va échouer. Parce que quand il va prendre l'argent de l'entreprise, il va aller résoudre ses problèmes personnels à la maison. Le lendemain, on ne va pas payer les fournisseurs. J'ai connu des situations où les employés se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu le salaire. Alors que ce mois-là, le patron s'est acheté un nouveau véhicule. Et directement, ils étaient frustrés. Ils disaient, ben attendez, donc lorsque nous avons travaillé dur, quand il n'y avait pas l'argent, ils nous payaient normalement. Dès que l'argent arrive maintenant, au lieu qu'ils continuent à être fidèles, ils s'achètent une grosse voiture. Heureusement que quelques mois après, ce chef d'entreprise a régularisé la situation et aujourd'hui, tout se passe plutôt bien. Mais c'est des choses, c'est des erreurs comme ça qui parfois peuvent détruire l'entreprise. J'ai eu la chance que ce chef d'entreprise a été réceptif lorsque nous avons parlé et il a compris que c'était une erreur, que le mois où il achète un nouveau véhicule, c'est le mois où ses employés ont leur premier aéré. Vous voyez, ça crée une réelle frustration. Donc, on a travaillé dur. Maintenant que l'argent arrive, c'est nous qui sommes les premiers à ne pas avoir. Ils s'assurent une belle voiture. Une très belle voiture. Donc, et ils peuvent détruire ton entreprise. Ils peuvent commencer à jongler, commencer à ne plus travailler, perdre la motivation. Donc, il faut être discipliné dans la gestion de l'argent. Et je peux vous assurer que lorsque les employés sont conscients qu'il n'y a pas des entrées, que eux-mêmes sont en train de voir que c'est difficile, ils sont prêts à accepter des aérés dans l'espoir que le jour où ça va arriver,
ils vont avoir leur argent. Mais s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de l'argent pour les payer, parce que le chef d'entreprise, le promoteur, a pris une troisième épouse, c'est d'acheter une nouvelle belle voiture, et eux vivent la belle vie, alors que eux sont en train de souffrir, automatiquement, ça va détruire le climat de travail, et cela aura un gros impact sur le développement de l'entreprise. Donc oui, c'est capital d'être discipliné dans la gestion des finances, d'être discipliné dans le respect des horaires de travail, d'être discipliné dans le respect des règles, de montrer le bon exemple, avant d'exiger des autres qu'ils vous suivent dans cette direction-là. Voilà. Dans ce cas de gestion des finances, là, un entrepreneur peut par exemple se dire de séparer les comptes. Pour ceux qui ont souvent des comptes communs, là, tout ce que l'entreprise gagne, ça rentre dans son compte personnel. Voilà, en dehors maintenant de ses propres business qu'il fait à côté, qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Peut-être une solution, c'est de séparer les comptes. Se dire que voilà, le compte pour l'entreprise, le compte par exemple pour mon compte personnel. Oui, c'est une solution pour quelqu'un qui a déjà un minimum de discipline. Parce que le simple fait déjà de vouloir, parce que c'est quand ils le font, ce n'est pas sur le plan de l'indiscipline financière, n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas de comptes séparés. Lorsque vous ouvrez ça, par exemple, vous avez obligation d'avoir un compte bancaire. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous faire payer par une entreprise à hauteur de 500 000 francs en espèces, de plus de 500 000 francs en espèces. Donc, lorsque vous avez un client qui vous paye, un partenaire qui doit vous payer, entreprise au Cameroun, si elle doit vous payer, il doit vous payer plus de 500 000, automatiquement, ça doit être un virement bancaire ou un chèque. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, naturellement, il a forcément un compte bancaire. Bon, s'il est peut-être la seule personne à gérer ce compte-là. Ce n'est pas le compte qui est le problème, c'est justement la discipline de s'imposer, de dire, j'ai mon compte personnel et j'ai le compte bancaire. Tout ce qui concerne l'entreprise, je vis dans le compte de l'entreprise. Tout ce qui concerne mon argent personnel, je vis dans mon compte personnel. Et je me fais payer aussi par l'entreprise. Normalement, le fait de définir son propre salaire en tant que chef d'entreprise et de se faire payer comme tout le monde en règle et ne pas confondre la pose de l'entreprise, c'est des solutions. Mais qui nécessitent toujours qu'ils soient disciplinés pour les mettre en œuvre. Parce qu'il faut faire la différence entre l'indiscipline et le fait qu'il n'y ait pas de procédure et de règles. Le fait qu'il n'y ait pas de procédure et de règles ne veut pas dire que le chef d'entreprise n'est pas discipliné. L'indiscipline, même quand il y a des procédures et des règles, on décide de ne pas les respecter. On décide de se laisser aller à son corps ou à ses loisirs. À ses envies, au premier réflexe. Ah ben je me sens un peu fatigué, bon je peux arrêter de travailler, il est 15h, je rentre chez moi. C'est l'indiscipline. Dès lors qu'en tant que chef vous êtes rentré à 15h, vous pouvez être sûr qu'à partir de 15h10, il y a des mobilisations de beaucoup d'employés, hein. Même s'ils sont encore là, ce n'est plus le même niveau de fonction. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la nature de l'être humain, de décider. Ce n'est pas seulement une question qu'il y ait des règles. Parce que la présence des règles n'empêche pas. Hein, il y a le code pénal, mais on a toujours beaucoup de bandits, n'est-ce pas? Hein? On a beaucoup de fonctionnaires, je dirais, je ne veux pas citer le pourcentage, mais au Cameroun, on sait qu'une très grande partie de fonctionnaires de certains services sont totalement orientés vers la corruption. Mais il y a des règles, n'est-ce pas? Pourtant, ils ne les respectent pas. Donc, ce n'est pas l'absence des règles qui est l'indiscipline. C'est l'absence de la volonté de respecter les règles qui est l'indiscipline. Voilà. Nous avons un message au 6 91 33 80 33. Bonsoir, j'aime cette émission. Et comment faire pour vous rencontrer, Chanceline? Merci, Chanceline. Bonsoir Chanceline, c'est un plaisir déjà de savoir que vous aimez cette émission Instant Kaizen Entrepreneuriat et Citoyenneté. Pour nous rencontrer, c'est facile. Vous pouvez appeler au 6 91 33 80 33 et prendre rendez-vous et on pourra se rencontrer. Nos bureaux sont à Japoma, Kaizen Expertise, Kaizen Consulting en Services, Kaizen Expertise est en Samak, nos bureaux sont à Japoma. Vous pouvez aussi nous contacter à partir de notre compte Facebook, Kaizen Expertise, ou alors de notre page YouTube. Vous pouvez visualiser déjà certaines de nos activités sur YouTube, sur Facebook.
Mais pour nos contacts, que ce soit par notre site internet, kaizenexpertise.com, que ce soit par notre page Facebook Kaizen Expertise, ou par le numéro de téléphone WhatsApp, ou SMS, ou appel au 691 33 80 33. Ce sera toujours pour nous un plaisir de répondre à vos sollicitations et de vous apporter notre modeste contribution. Ok, Chanceline. Merci chers auditeurs de continuer de nous écouter. Merci aussi à tous les auditeurs qui réagissent. Isidore, tu as dit d'entrée de jeu que dans la discipline, il y a la discipline qu'on s'impose. Et maintenant, il y a des règles qu'on établit pour qu'il y ait une discipline générale pour le bien-être de l'entreprise, pour faciliter son développement. Voilà, quels sont ces éléments-là qu'il faut, les règles qu'il faut dans le groupe là. Parce que souvent l'habitude, quand les parents veulent nous gronder, ce n'est pas la cour du roi Péto ici. Oui. Donc si en entreprise, c'est aussi la cour du roi Péto là, c'est que chacun va faire ce qu'il veut faire. Voilà. Donc certainement, il y a aussi des critères. Oui, il y a des règles. Et je vais faire juste allusion comme ça à un lycée de la place dans lequel certains enseignants s'illustrent dans le détournement des filles mineures. Je vous donnerai d'ailleurs plus de précisions la semaine prochaine. Et j'étais dans ce lycée déjà hier où j'ai rencontré le proviseur au sujet d'un cas pareil. Et je peux vous assurer que c'est un cas patent du fait que une institution de référence est devenue la cour du roi Péto. Donc vous voyez, vraiment. Imaginez-vous dans un lycée de la place, les surveillants généraux se permettent, lorsqu'un enfant a 50 heures d'absence, on les ramène à 10 heures d'absence. Et on dit que non, on lui a donné une petite punition qui a permis qu'on annule. Sans se poser un seul instant la question de savoir comment on fait pour que le parent soit au courant que son enfant ne va pas à l'école. Vous voyez, cette absence de respect des règles fait en sorte que le parent croit avoir un enfant discipliné qui va à l'école, alors qu'en réalité l'enfant ne va pas à l'école avec la complicité des enseignants et des surveillants généraux. Maintenant, pour un cas pareil que je prends comme exemple, qui est quelque chose de vécu, dont un parent est en train d'en souffrir en ce moment, est-ce que c'est lié à l'absence de règles? Mais non, il y a bien entendu des règles. Voilà. I think it's all about mindset. C'est vraiment it's all about mindset because even the rules will exist if you don't respect or follow the rules. It's all about mindset. It's not really the absence of laws, but it's the mindset. Voilà. Donc vous voyez que il y a des règles qu'on peut s'imposer. C'est-à-dire quelqu'un qui veut être discipliné, il va s'imposer à lui-même des règles. Mais également dans un groupe, on va fixer les règles de fonctionnement, n'est-ce pas? Il y aura un règlement intérieur, il y aura une charte, il y aura des procédures, il y aura des modes opératoires, il y aura tout un panel de choses qui sont mis en place pour dire comment les choses doivent être faites et comment on doit interagir. Ça, quand on met cela en place, c'est créer déjà un cadre favorable à la discipline. Parce que ça permet qu'on ait ensemble des éléments communs qui régissent notre fonctionnement. Donc c'est le cadre. C'est juste le cadre. Avoir le cadre ne suffit pas pour qu'on applique ou pour qu'on respecte ce cadre-là. Donc il faut que les deux soient mis ensemble. Donc le promoteur ou le chef d'entreprise qui veut être discipliné doit d'abord s'imposer à lui-même une discipline, mais doit dans son entreprise s'assurer qu'on mette en place des SOP, des modes opératoires, des fiches de poste, des règlements intérieurs, tout ça, tous ces éléments-là, pour que le cadre soit là. Maintenant, il doit passer au 3e niveau, il doit suivre. Ce qui revient un peu au 5e, est-ce que j'ai dit qui est le suivi des règles. Il doit veiller à ce que chacun respecte et mette en œuvre ce qu'on a dit qu'on va faire. Tant qu'il ne passe pas à ce 3e niveau de discipline, ça ne va pas marcher. Donc, premier niveau, s'imposer à lui-même une discipline. 2e niveau, créer un cadre favorable qui régit la discipline dans son organisation, en appliquant tout ce qu'il va appliquer. Et si déjà le CS c'est défini toutes ces règles et les faire appliquer. Maintenant, 3e niveau est le plus important. Le suivi. C'est suivre et prendre les mesures correctives pour réajuster et corriger ce qui ne va pas. C'est-à-dire encourager ce qui marche très bien, sensibiliser ce qui ne marche pas du tout et sanctionner
ceux qui sont opposés ou ceux qui, de manière flagrante, ne veulent pas respecter les règles. Il y a des promoteurs qui se disent que bon, on est encore 2, donc on peut pas s'imposer un certain fonctionnement. Peut-être quand j'aurai 3-4 employés, c'est là où je vais penser à créer un règlement intérieur. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Non, je pense que c'est pas une bonne idée. De ma petite expérience qui date quand même déjà de presque 3 décennies dans l'entrepreneuriat, oui. Je peux vous assurer que c'est justement au début qu'il faut commencer à avoir des règles strictes. Parce que lorsqu'au début, vous n'avez pas des règles précises, le désordre s'installe d'abord, n'est-ce pas? Oui. Je vous donne un exemple simple. Vous avez une caissière. Vous n'êtes que 2. Et votre collaboratrice, vous lui donnez la caisse. Et vous ne contrôlez jamais cette caisse-là. Elle va commencer à faire un peu de petits écarts, n'est-ce pas? Même de manière involontaire. Oui. On va dire, je suis un peu fauché, je prends d'abord 10 000. Après, je vais rembourser. Voilà. Et à un moment ou à un autre, il peut avoir problème. Oui. Et vous pouvez ne même pas vous en rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Et un jour, vous pensez qu'il faut commencer à surveiller. Parce que maintenant, on est 10 dans l'entreprise. Vous pensez que votre collaborateur ou collaboratrice va trouver ça normal? Non, il va dire, tu me soupçonnes. Donc, maintenant, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a maintenant que chaque soir, on doit faire les comptes? J'ai fait quoi? Tu me soupçonnes? Vous voyez, ça va créer un mauvais climat de travail. Oui. Parce que cette règle va devenir pour elle comme la preuve que vous ne l'appréciez plus. Vous la soupçonnez. Oui. Et vous pensez qu'elle vole. Oui. Et elle peut même se dire que c'est à cause des nouveaux employés là. Peut-être quelqu'un t'a. On est en train de te saboter. Voilà. On sabote son travail. Justement. Or, si dès le départ, vous aviez fixé les règles que chaque mois on doit vérifier ou chaque jour et autres, et que vous le faisiez régulièrement, ça devait être une nature, n'est-ce pas? Et cette nature allait créer une culture. Exactement. Ce qu'on fait régulièrement, avec envie, avec désir, on veut s'améliorer, on fait régulièrement, finit par créer une culture. Et la culture finit par créer en nous une seconde nature. Vous voyez? Une personne comme moi, c'est presque impossible que j'arrive en retard si ça ne dépend que de moi. Exactement. Ça veut dire qu'il faut un cas de force majeure pour que j'arrive en retard. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas comme si je faisais un effort. C'est devenu une nature. Lorsque j'ai rendez-vous à 16h, dans ma tête, il y a déjà un calcul rapide qui se fait. Et en fonction de la distance, je me donne toujours au moins 1 heure de sécurité. Pour que même si en route, ça veut dire qu'elle dit 1 heure de sécurité, ça veut dire si le trajet va me prendre 1 heure, je prévois 2 heures. Quel mal. Voilà. Pour être sûr d'arriver à temps. Quitte à faire des dernières tâches que j'avais à faire à côté de l'endroit ou à l'endroit. C'est devenu une nature, c'est un mode de fonctionnement, un mode de raisonnement en moi. Donc ce n'est plus quelque chose qui nécessite un effort. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord désiré cela, j'ai cultivé cela. À force de le faire, c'est devenu une culture. Et cette culture a créé en moi une forme de seconde nature. Et d'ailleurs, ne dit-on pas chez nous régulièrement que l'habitude est une seconde nature. Et je peux vous assurer, si vous voulez que votre travail, vos activités deviennent une partie de plaisir, aimez ce que vous faites, faites-le avec passion. Donnez-vous les moyens de le faire avec discipline. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment, c'est les autres qui vont voir que vous travaillez beaucoup. C'est les autres qui vont voir que vous êtes tout assez rigoureux. Mais pour vous, ça devient une nature. Hein? Et j'aime un exemple que j'avais donné autrefois à quelqu'un. Regardez, la jeune fille frêle qui semble faible, ou le monsieur qui semble faible là. Commencez à lui faire un entraînement. Si vous donnez un coup de poing, il risque de tomber, n'est-ce pas? Mais commencez à lui faire un petit entraînement de boxe. S'entraîne tous les jours, tout doucement, tout doucement. 2 ans plus tard, cette jeune dame ou ce jeune garçon qui était frêle devient un monstre physiquement. Hein? Dieu nous a créés avec un potentiel infini. L'être humain est comme une machine exceptionnelle qui se développe au fil du temps, qui se bonifie. Donc plus vous cultivez l'effort, plus vous essayez de vous améliorer, plus vous devenez performant dans ce que vous faites. Et ça finit par devenir une nature. Nganou, aujourd'hui, est parti de sableur à champion du monde. Pensez-vous que quand il partait de sableur il y a 10 ans au Cameroun, on appelle encore quoi, la chargeur. Est-ce que vous pensez que quand il partait il y a une dizaine d'années, il était capable de supporter le coup de poing qu'il supporte aujourd'hui? Non. C'est à force de travailler, de se discipliner, de respecter les règles, de bien s'alimenter,
qu'il a évolué progressivement et aujourd'hui il est champion du monde. Chacun de nous a en lui ce potentiel et cette capacité. Il faut juste que le mindset change, que l'état d'esprit change, qu'on tourne la face, qu'on arrête de regarder le côté négatif des justifications et des accusations des autres, toujours trouver que c'est à cause des autres que nous ne sommes pas bien, pour prendre en main notre destin et décider de faire quelque chose pour que la situation change. Et on va être surpris de voir qu'on est beaucoup plus performant, qu'on peut devenir le champion dont on n'aurait jamais rêvé être. Yeah. Practice makes perfect. You cannot learn how to ride by simply just watching others riding a bicycle. You need to practice. You need to try it yourself. You cannot learn how to speak by just listening to people speak. But after listening to them, you need to also try to speak yourself. C'est pour ça qu'après vous avoir énuméré les 5 S, nous vous recommandons, s'il vous plaît, pratiquez à la maison. Pratiquez dans votre chambre, à la cuisine, au salon, pratiquez dans vos postes de travail. Essayez et revenez nous rendre compte. Vous allez être surpris des résultats. Maëva, je crois que c'est Maëva qui a témoigné de son résultat aujourd'hui. Oui, c'est Maëva. Mais ceux qui peuvent, envoyez-nous aussi quelques images avant-après sur notre numéro WhatsApp 691 33 80 33 de vos activités 5S et des résultats que vous avez obtenus. Et vous aurez une invitation à participer à l'émission. Mais également, la possibilité de suivre une de nos formations gratuites. Et je vais profiter pour saluer les experts japonais, Monsieur Kado, Monsieur Ayashi et Monsieur Yanagida, qui sont arrivés du Japon pour la formation de Kaizen avancé au Cameroun. Et naturellement, je peux vous assurer que les consultants camerounais qui vont bénéficier de cette formation de haut niveau ont le privilège. Et votre humble serviteur a la grâce d'être de ceux qui vont recevoir cette formation de haut niveau. Merci au gouvernement japonais, merci au ministère des petites et moyennes entreprises qui nous donne l'opportunité de grandir ainsi en connaissance. Ça fait du bien de pratiquer les 5S. Merci à toute l'équipe pour les enrichissements. C'est très pertinent et édifiant ce que vous dites. Ce message nous vient de Lucrèce. Merci Lucrèce de nous écrire. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Voilà, depuis le début, on ne fait que parler du 5S Kaizen. C'est vrai qu'il y a une rubrique 5S Kaizen, mais depuis le début, chers auditeurs, le respect des règles, ça passe par le 5S Kaizen. Ça passe par là. Oui, ça c'est clair. Et vraiment, chers auditeurs, ensemble, faisons un petit jeu. Répétez à la maison. Peut-être nous n'allons pas entendre ici, mais Dieu est à côté de vous. L'Esprit Saint est à côté de vous. Il l'entend. Voilà. Ceux que Marie va connaître tout ça et c'est quoi? Séparer. Voilà. Qui veut quoi? Veut dire quoi? Séparer l'utile de l'inutile. Voilà. Donc vous prenez l'utile, vous mettez d'un côté. Ça dit que vous allez à un poste de travail ou à la cuisine ou au magasin. Vous enlevez tout. Vous nettoyez bien l'intérieur. Et maintenant tout ce que vous avez enlevé là, vous regardez, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça me sert? Oui, vous mettez d'un côté. Est-ce que ça me sert encore? Non, vous mettez de l'autre côté. Ça, c'est séparer l'utile de l'inutile. Et tout ce qui est inutile, qui ne sert plus à rien là, jetez. Et généralement, tu dis souvent que l'inutile n'est pas forcément à jeter. Voilà. Donc, ça peut être utile, mais pas utile à ce poste de travail ou à cet endroit. C'est ça, Jennifer. Donc, ce qui est inutile et qui ne sert plus à rien, jetez. Ce qui est inutile à ce poste de travail, mais qui peut encore servir ailleurs. Envoyez ailleurs. S'il vous plaît, les dames, vos pandéries qui ont les habits, les habits qu'on ne porte et les chaussures qu'on ne porte pas depuis 5 ans là. S'il vous plaît. Il y a vos sœurs qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest à cause des problèmes d'insécurité dans la zone, qui en manque. Donnez dans les églises, donnez dans les orphelinats, donnez à la prison. Ils en ont besoin. Ne gardez pas dans vos penderies des vêtements qu'il y a 5 ans vous ne portez plus. Les habits qu'on appelle, on ne sait jamais. Bon, triez. La brocante, ce n'est pas seulement une affaire des blancs. Nous aussi, on peut faire la brocante. Donc, tout ce qui est inutile pour vous, qui ne vous sert plus là, que vous n'utilisez plus depuis un certain temps là, alors que c'est encore en bon état et que ça peut servir à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, donnez à la personne. Trouvez quelqu'un. Et si vous ne savez pas à qui donner, ou vous ne voulez pas froisser les gens, parce que parfois, on a de la peine à donner certaines choses, n'est-ce pas? Moi, j'ai un petit secret pour ça. Et s'il y a de mes voisins qui m'écoutent, ils témoigneront. Il y a un espace non loin de la maison en face. Quand j'ai un équipement que je n'utilise plus, je sors déposer à cet endroit-là. Et je rentre, je ferme le portail. Généralement, et j'entre dans la maison pour ne pas regarder.
Et je peux vous assurer, quand je ressors 30 minutes plus tard, il y a toujours quelqu'un qui a pris ça. Parce que ça va être utile. Si vous avez remarqué maintenant, à côté des bacs à audio, il y a toujours des personnes qui fouillent en train de trier. Parfois même en déposant ça là, quelqu'un va venir pour. Voilà. Donc, moi je pense que c'est une mauvaise solution d'amener les humains comme nous à aller fouiller les bacs à ordures. Donc si vous savez que c'est encore acceptable, ça peut être encore utilisé et que vous ça ne vous sert pas, trouvez un petit espace à côté de votre maison, à l'extérieur. Déposez bien ça à côté. Vous verrez qu'il y a quelqu'un qui va se servir. Et ce sera bien. Au lieu d'encombrer votre maison avec, ça appelle les souris, les cancrelats, les moustiques et autres. La moisissure. Sans compter l'espace que ça bouffe. Vous aurez plus d'espace dans vos maisons en appliquant le premier S. Et ensuite, chers auditeurs, le deuxième S, c'est quoi encore là? Situer. Situer. C'est-à-dire, tout ce qui était utile là, que vous avez décidé utile, vous mettez cela à la bonne position. Tel que vous pouvez rapidement voir, rapidement compter, rapidement utiliser, sans perte de temps, sans gaspillage, sans énergie à perdre. Et que tout le monde peut aussi venir utiliser facilement sans avoir besoin de chercher, donc en étiquetant. Et ensuite, le troisième S, c'est scintiller, shine. Scintiller, shine en anglais. Donc faire briller, nettoyer. Ça doit être beau à voir. Un beau regard. Boteng. Hein? Et pendant que vous nettoyez, vous vérifiez si ça fonctionne encore. S'il y a des lacunes, vous faites la maintenance. Et ensuite, le quatrième, chers auditeurs, c'est standardiser. Standardiser, qui veut dire mettre rigoureusement en place les 3 premiers S. C'est-à-dire que ce que vous avez bien fait dans les 3 premiers S là, il ne faut plus que vous rentriez encore en arrière. Forward ever, backward never. Le chrétien dit ne retourne pas à tes vomissures. Donc ce que tu as déjà rejeté là, ne rentre pas réutiliser ça. Donc ne rentre plus dans le désordre. Il faut que tout ce qui a été bien reste bien. Et tu prends toutes les mesures, tu mets en place des procédures, des modes opératoires, des fiches de service, le traçage au sol, la visualisation, tous les éléments qui vont faire en sorte qu'on ne rentre plus à la position initiale et qu'on applique très bien les 3 premiers S. Et enfin, le dernier S, suivre les règles. Suivre les règles, c'est-à-dire sensibiliser votre personnel, les discipliner à la maison, les employés, les enfants. Il y a Maëva qui a écrit le dernier S, suivre les règles. Amener les gens à respecter ce que vous avez décidé. Merci pour ceux qui nous ont envoyé ça par SMS. Que c'est le 5e S, suivre les règles. Et je peux vous assurer que si vous le faites, vous allez éliminer au moins 7 formes de gaspillage et votre vie sera plus belle, votre travail sera plus productif et votre maison ou votre poste votre entreprise sera plus agréable. Et vous serez plus fier de vous-même. Eh oui. N'hésitez pas, si vous avez appliqué, témoignez et vous aurez comme ça l'opportunité de gagner, de venir vous présenter à cette émission ou de recevoir une formation gratuite. Wow. Time is money. We have gradually come to the end of our show tonight. Thank you so much, dear listeners, for your interactions. It was so nice reading from all of you. You can find this show on our Facebook page tomorrow, Kaizen Expertise. Thank you very much. Isidore, I don't know if you have anything to say. Oui, je vais juste répéter en français ce que tu as dit. Le Camerounais est bilingue, même si les Camerounais ne sont pas bilingues. Ok. Si les papiers ne sont pas Voilà. Donc, dès demain, vous pouvez avoir accès à toute cette émission sur notre page Facebook. Kaizen Expertise, et sur notre compte YouTube, sur notre, comment on appelle ça? Notre chaîne YouTube. Également, vous pouvez avoir l'émission entière. N'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous, écoutez l'émission et surtout, si vous avez des problèmes, contactez-nous et nous serons toujours à votre disposition. Kaizen Expertise est à votre service. Avec le Kaizen, vous êtes sûr d'améliorer la qualité et la productivité dans vos organisations. Joséphine, give us your bye. On a dit que le gagnant a toujours un programme alors que le perdant a toujours des excuses. Alors cette semaine, attelez-vous à avoir l'attitude du gagnant. Yay! Merci beaucoup. Bye bye. La semaine prochaine, même heure. Même heure, même fréquence. N'hésitez pas. Si l'émission vous a intéressé, recommandez à vos amis, même s'ils sont hors du Cameroun. RadioBonneNouvelle.org. En streaming, on peut écouter l'émission partout dans le monde en tapant RadioBonneNouvelle.org. Vous écoutez l'émission.